Bonsoir et bienvenue à nouveau. Ce soir, nous nous enfonçons dans les brumes de l'histoire africaine, là où les empires naissent et meurent sous le soleil du Sahel. Installez-vous confortablement. Laissez-moi vous raconter l'épopée d'un homme qui défiera un empire, bâtira le sien et marquera à jamais l'Afrique de l'Ouest de son empreinte. Au cœur du 19e siècle, dans les terres du Manding, naît un enfant qui allait bouleverser l'ordre établi. Son nom était Samori Touré. Bien avant qu'il ne devienne l'Almami redoutable, le conquérant implacable, il était simplement un fils de marchand dans un petit village. Son père, un négociant qui sillonnait les routes commerciales, lui transmit les rudiments du commerce, de la négociation et l'art de jauger les hommes. Samori grandit dans un monde en mutation, une mosaïque de royaumes où l'islam côtoyait les cultes ancestraux et où les caravanes étaient les artères d'une civilisation complexe. Mais ce monde était aussi rongé par une violence endémique, où les raids pour capturer des esclaves étaient monnaie courante. L'événement fondateur survint quand Samori avait une vingtaine d'années. Sa mère fut capturée lors d'un raid. Ce choc fut une révélation. Il comprit que dans ce monde régi par la loi du plus fort, il ne pouvait se contenter d'être marchand. Il lui fallait devenir un guerrier, un chef capable d'imposer sa volonté. Pour libérer sa mère, il prit une décision difficile. Il rejoignit l'armée de son ravisseur, Sori Birama. C'est là qu'il fit ses premières armes, apprenant l'art de la guerre mobile, l'importance des alliances et des approvisionnements. Il observa, analysa et une ambition naquit en lui. Pourquoi ne pas bâtir son propre État? La construction de l'Empire, fondation et première conquête. Après avoir négocié la libération de sa mère, Samori commença à rassembler ses premiers partisans. Sa famille, des compagnons d'armes, des marchands mécontents. Il ne leva pas une simple bande, mais créa une véritable organisation, hiérarchisée et disciplinée. Il accorda une attention particulière à l'armement, utilisant ses réseaux commerciaux pour se procurer des fusils de qualité. Sa première cible fut la région entre Kankan et Kouroussa, un territoire riche et morcelé qu'il connaissait bien. Ses campagnes furent des succès, non seulement militaires, mais aussi politiques. Plutôt que de tout détruire, il intégrait les chefs locaux soumis et protégeait les populations qui acceptaient sa domination. Pour unifier et légitimer ses conquêtes, Samori s'appuya sur l'islam. C'était un islam politique et pragmatique, un cadre idéologique puissant qui transcendait les ethnies. Il instaura la charia, nomma des cadis, construisit des mosquées. Cet islam devint le ciment de son empire naissant. La construction de l'empire, fondation et première conquête. Après avoir négocié la libération de sa mère, Samori commença à rassembler ses premiers partisans. Sa famille, des compagnons d'armes, des marchands mécontents. Il ne leva pas une simple bande, mais créa une véritable organisation, hiérarchisée et disciplinée. Il accorda une attention particulière à l'armement, utilisant ses réseaux commerciaux pour se procurer des fusils de qualité. Sa première cible fut la région entre Kankan et Kouroussa, un territoire riche et morcelé qu'il connaissait bien. Ses campagnes furent des succès, non seulement militaires, mais aussi politiques. Plutôt que de tout détruire, il intégrait les chefs locaux soumis et protégeait les populations qui acceptaient sa domination. Pour unifier et légitimer ses conquêtes, Samori s'appuya sur l'islam.
C'était un islam politique et pragmatique, un cadre idéologique puissant qui transcendait les ethnies. Il instaura la charia, nomma des cadis, construisit des mosquées. Cet islam devint le ciment de son empire naissant. La Grande Guerre, Samori face à la France. Les premiers affrontements eurent lieu. Les Français, surpris par la discipline et l'armement des troupes samoriennes, subirent des revers. Samori comprit vite qu'il ne pouvait gagner une guerre frontale. Il inventa alors une stratégie de génie, la guerre de mouvement et la terre brûlée. Il refusa les batailles rangées, préférant les embuscades, les coups de main et la mobilité extrême. Sa plus grande victoire fut la bataille de Nafadié en 1886, où il encercla et mit en déroute une expédition française, infligeant une défaite humiliante aux colonisateurs. Cette victoire électrisa l'Afrique de l'Ouest et fit de Samori un symbole. Mais il savait que la France reviendrait en force. La résistance désespérée et l'exode. Face à la nouvelle offensive française, plus méthodique et écrasante, Samori radicalisa sa stratégie. Il ordonna l'exode massif de son peuple pour priver l'ennemi de ressources et de bases. C'est une décision terrible et tragique. Des centaines de milliers de personnes suivirent leur chef dans une longue migration vers l'Est, brûlant tout sur leur passage. L'Empire devenait un empire mobile, une nation en marche. Cette résistance totale transforma la société en une machine de guerre, mais épuisa aussi ses forces et aliéna certaines populations. Traqué, manquant d'armes et de soutien, Samori tenta de s'installer dans l'Est, mais se heurta à de nouveaux ennemis. L'étau colonial se resserrait, ses alliés se dérobèrent. Malgré des prouesses tactiques incroyables et une résistance qui dura près de 2 décennies, la fin était inéluctable. La capture, l'exil et la naissance d'une légende. Le 29 septembre 1898, près de Guélémou, trahi et cerné, Samori Touré fut capturé pour épargner un massacre à ses derniers fidèles. Sa reddition marqua la fin de la résistance armée traditionnelle en Afrique de l'Ouest. Exilé au Gabon, l'ancien empereur devint un prisonnier respecté qui passa ses dernières années à méditer sur le destin de l'Afrique. Il pressentit que la colonisation ne serait qu'une parenthèse et que son combat inspirerait les libérateurs futurs. Il s'éteignit en 1900, mais sa légende, elle, était immortelle. L'héritage éternel, du mythe à l'inspiration nationale. Samori ne mourut pas vraiment. Il se transforma en mythe, chanté par les griots, en symbole de dignité et de résistance. Son exemple inspira directement les pères des indépendances africaines, notamment son petit-fils, Ahmed Sékou Touré, qui conduisit la Guinée au rejet de la communauté française en 1958, clamant « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage ». Son nom résonna dans les discours de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba, et nourrit l'idéal panafricain. Artistes, écrivains et cinéastes perpétuèrent son épopée. Plus qu'un conquérant, Samori Touré devint l'incarnation de la fierté africaine, la preuve qu'un peuple pouvait tenir tête à une puissance coloniale avec intelligence, courage et une volonté inébranlable. Son héritage nous rappelle que la vraie victoire réside parfois moins dans le triomphe que dans la dignité invincible de celui qui se bat pour sa liberté. Bonne nuit et que les rêves de l'Almami accompagnent votre sommeil. Merci de m'avoir suivi dans ce voyage à travers l'une des plus belles pages de l'histoire africaine.